Let's rock. Ok, bienvenue à tous. Nous voilà de retour pour la conférence qui va parler de la migration vers Typo 3.6.2. Donc c'est une conférence assez clé, bien sûr, pour cette T3 Uni 2014, qui a vu la sortie de Typo 3.6.2 cette année. Et donc, comme on le disait lors d'autres conférences, on a bien sûr évoqué déjà le sujet de la sortie de Typo 3.6.2. Il y a une migration à réaliser pour passer de la version 4.5 LTS vers la version 6.2 LTS. Alors, nous sommes trois pour cette conférence. On va faire le petit tour de table habituel. Et Rachel, s'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc Rachel Foucard, société WSL, je suis la responsable technique de l'agence. J'interviens sur cette table ronde pour partager une expérience de migration. Donc, l'un de nos clients a un intranet collaboratif d'une certaine envergure. Je crois que c'est 4 ou 5 000 intranautes. Euh, avec pas mal de fonctionnalités, beaucoup de contenu, une belle arborescence et un moteur solar également. Donc la version de démarrage c'est 4.3, donc c'est pas, il y a déjà la 4.3 à la 4.5 et donc ensuite on va jusqu'à à la 6.2. Voilà. Ok, alors à mon tour, donc je m'appelle Cyril Wolfangel et je suis consultant digital pour la société EXL Group et intégrateur Typo 3 depuis un bon moment maintenant. Et donc je suis en ce moment en train d'effectuer la migration des sites Audencia. Donc c'est trois sites portail pour trois grosses écoles de commerce. Et c'est une plateforme que nous avons repris, qui a été développée par un autre prestataire il y a 2 ans, en Typo 3, 4.6, avec Templa Voilà, et qui est assez lourde et qui contient donc pas mal d'extensions maison. Donc c'est un cas assez intéressant, et un moteur de recherche Solar aussi. La migration est en cours en ce moment, donc je ne pourrais pas faire un retour sur toutes les étapes puisqu'elle n'est pas encore complètement terminée. Mais bon, encore du coup un retour d'expérience là-dessus. Bonjour, donc moi je m'appelle Christophe Monard, je suis développeur certifié Typo 3 pour la société Arcris. Au niveau du retour expérience, j'ai effectué une montée de version d'une 4.7 sur une 6.2. C'était une petite plateforme, il n'y avait pas de fonctionnalité exhaustive, il y avait quelques extensions installées, mais donc je pourrais vous faire part du petit retour d'expérience. Ok, alors on va peut-être commencer par une petite méthodo sur comment va se passer un projet de migration et de quel type d'envergure de projet on parle. Est-ce qu'on parle d'une journée? Est-ce qu'on parle de 10 jours? Est-ce qu'on parle de 20 jours? Est-ce que ça dépend? Donc Ça dépend. ça me paraît intéressant d'expliquer pourquoi et comment on aborde correctement une migration d'une version de Typo 3. Alors, on devrait parler quand même plutôt de 4.5 vers 6.2, puisque la 4.5, c'est une version long-term support. Et en principe, c'est celle que vous devez être en train d'utiliser actuellement si votre site n'a pas été fait très récemment. Mais il y a d'autres versions, bien entendu. Il y avait des versions avant la 4.5 qui sont plus maintenues. Donc, si votre site est dans une version précédente avant la 4.5, ça veut dire que logiquement, vous avez déjà loupé une migration. En fait, dans notre cas, c'était effectivement, il y avait déjà eu quelques versions de retard, tout simplement parce que c'était un intranet et Donc, du pas très coup, important, pas très grave en tout cas. c'était pas, c'était,
c'était moins grave. Mais le fait de bien se mettre à jour est venu du fait qu'ils souhaitaient aussi ouvrir leur intranet vers l'extérieur. Donc là, il fallait vraiment tout mettre à jour. Pour sécuriser, pour Oui. offrir aussi de nouvelles fonctionnalités. Donc quel est l'intérêt déjà de faire une migration? Déjà, on bénéficie de toute la couche de sécurité supplémentaire qui aurait été apportée, toutes les bug fixes qui auraient pu être apportés par la nouvelle version aussi. Le gros intérêt aussi, c'est d'avoir un back-end qui soit peut-être plus fonctionnel pour les rédacteurs, qui ait plus de possibilités, qui rajoute un certain nombre de fonctionnalités qui pouvaient éventuellement leur manquer. Donc ensuite, c'est de manière à maintenir un support périn sur plusieurs années de la plateforme. Donc il y a l'aspect sécurité aussi. En grande partie, c'est une sécurité. L'association Typo3 et les équipes de contributeurs actifs, t'as vu, j'ai dit contributeurs actifs et pas corps développeurs, donc maintiennent des versions de Typo3 pendant une certaine durée et pas indéfiniment. Et donc il y a un moment donné où les versions sont abandonnées ou ne sont plus maintenues activement. Si de nouveaux problèmes de sécurité apparaissent, eh bien vous n'êtes plus protégé. En réalité, c'est pas forcément toujours très grave, ça dépend de votre cas. Si vous êtes sur un intranet et que le site n'est pas exposé à l'extérieur, bon, c'est pas forcément grave. Et je dirais, si votre site est tellement vieux que les pirates ont oublié comment le pirater, ça devrait aussi bien se passer. Je pense pas qu'on en soit là. Mais c'est pas forcément une bonne chose non plus. Non. Donc, pour accéder aux nouvelles fonctionnalités, pour sécuriser la plateforme, oui, et donc pérenniser tout simplement la plateforme pour les années à venir. Voilà, exactement. Ça permet de relancer pour 2-3 ans au moins la plateforme et la sécurité et l'intégrité du site, on va dire. Alors, je voudrais montrer la timeline qu'on connaît tous. Hein, je ne sais pas où je vais la trouver le plus vite. Typo3.org. Cette timeline qui explique la durée de vie des versions. C'est dans quoi? Release note. Tu disais dans la page download? Dans la page de download. Ils en parlaient. Ah oui, avec le schéma, tu veux dire? Oui, je voudrais montrer le schéma à tout le monde. About. About? Ouais, tu survoles. Ouais, alors. Non, et je sais pas. Bon, s'il y a quelqu'un dans le public qui peut nous redonner le lien vers cette fameuse timeline. Roadmap, ouais. Alors peut-être que je l'ai là sur le... Les roadmaps des versions. La roadmap. Je sais pas, je l'ai pas vu. Je vais regarder si je l'ai pas là dans le. Elle était fut un temps dans le download. Ouais, bon, elle a bougé. Alors c'est quand même important puisque la roadmap de Typo3, c'est ça qui motive la migration. Donc là aujourd'hui, la 4.5, elle est maintenue jusqu'en avril 2015. Bon, si quelqu'un nous trouve l'adresse de la roadmap, là, je la veux bien parce que. Oui. D'accord, merci, sur Twitter. Et donc, c'est ça qui motive la migration. Donc là, on est encore, on n'est pas obligé de la faire tout de suite, hein, la migration, mais il faut commencer à y penser puisque ça peut prendre du temps. Et puis, les agences qui font des migrations ne seront plus forcément disponibles en mars pour faire la migration. Et donc, comment va se passer une migration, Rachel? Par quoi, en général, on va commencer lorsqu'on va devoir réaliser une migration Typo3? Par la chiffrée. Donc, Alors, ça veut dire qu'on réalise en fait un petit audit? On est obligé parce que ça dépend déjà du nombre de versions que l'on est censé sauter et du nombre d'extensions qui composent, les nombres de plugins qui composent la plateforme. Parmi celles-ci, celles qui sont des développements spécifiques. C'est déjà pas mal comme condition parce que c'est vrai que c'est la partie extension et développement spécifique qui font le gros delta. Après une migration, ça va se passer toujours plus ou moins de la même façon.
il faut aussi bien s'organiser avec le client, dans le sens où il va être pas mal sollicité pendant cette période, vu que quand on fait une migration, c'est pas comme quand on rajoute une fonctionnalité. Donc la recette, elle est énorme. Il faut re-recetter tout le site, toutes les fonctionnalités. Donc il faut vraiment travailler par petits morceaux, parce que même si nous, on va faire des recettes avant le client, sur ce type d'évolution, il faudra de toute façon que le client recette, et il faut vraiment qu'on le guide et qu'on lui fasse faire ces choses-là morceau par morceau. Alors donc on commence par ouvrir la plateforme à migrer. On inspecte quelle est la méthode de templating utilisée, par exemple, aussi, puisque ça peut impacter. Non, pas vraiment. Après, c'est pareil. Par rapport au chiffrage et au budget qui peuvent s'impartir, on aura pas mal de fois plusieurs solutions. C'est soit on reste avec cette méthodologie parce que il y a eu une mise à jour qui la rend compatible. Et puis dans ces cas-là, voilà, le coût est moindre. Mais la question, elle se posait quand même vraiment, parce que TemplaVoila n'est pas officiellement compatible avec la 6.2. Pour cette raison-là, ils l'ont rendu compatible, parce que c'est vrai que je compare souvent une migration au fait de faire refaire le toit de sa maison. C'est un coût qui est important. Le bénéfice n'est pas visualisé par les internautes ou les intraneutes, donc c'est mal vécu. Et du coup, on essaie quand même de le rendre le moins lourd possible, ce coût-là. Donc voilà. Donc on inspecte la façon dont le site est construit. Si ce n'est pas nous qui l'avons réalisé, c'est d'autant plus intéressant de savoir s'il y a des risques lors de la montée en version. Et la bête noire, c'est les modifications en dur dans le corps. Oui, donc nous on n'est pas tombé sur ce cas-là, parce que le prestataire avant nous était très bien, donc et puis ça peut être aussi des extensions maison qui sont développées. Oui, donc ça, il y en avait pas mal. Qui fait qu'elles ne vont pas forcément passer la migration. Clairement, elles vont pas passer la migration, par simple fait qu'à l'époque où elles ont été développées, même la 6.0 n'existait pas, et que voilà, on peut pas imaginer les modifications qu'il vont y avoir. Donc il y a forcément des développements spécifiques qui datent d'il y a au moins, 3 ans, qui sont forcément pas aptes à passer la 6.2. Et puis après, il y a des extensions clés. Je pense à TemplaVoila quand même. Je pense à TT News, à News, aux autres, à PowerMail, qui pose une vraie question aussi, puisqu'il y a 2 versions, laquelle on peut utiliser, etc. Toutes les grosses extensions utilisées par une large partie de la communauté qui n'en sont pas forcément encore à jour pour fonctionner sur une 6.2. Où là, la question sera de est-ce qu'on prend en charge de faire tous les X-classes et les hooks nécessaires, donc toutes les modifications de code nécessaires pour que ça puisse fonctionner, ou est-ce que le client va estimer que la fonctionnalité, finalement, il s'en sert pas tant que ça, il peut la mettre de côté pendant un temps. Ça, c'est la première étape, en fait, la première, et même avant le chiffrage, ce qu'il faut vraiment voir avec le client, c'est qu'il fasse un bilan, en fait, de sa plateforme, et qu'il soit vraiment... qui fasse une analyse sur ce qui est utile ou pas, parce que la première étape en fait d'une migration, c'est le nettoyage et la suppression de ce qui ne sert plus à rien. Ça va réduire considérablement le chiffrage de tout le reste. Donc, faut revoir, en fait, passer en revue toutes les extensions et lui dire voilà, est-ce que vous en servez, est-ce qu'au final on peut pas faire un truc beaucoup plus simple, et ainsi de suite. Alors, donc quelle va être l'étape suivante du coup? On va sauvegarder la plateforme de production, la dupliquer pour pouvoir la torturer un petit peu et voir comment ça se passe. Donc, à faire absolument, c'est une étape obligatoire. On ne fait pas une migration 6.2 sur la plateforme de prod. Bah non. Mais on ne fait pas non plus une migration en une seule fois, en fait. Enfin, nous, en tout cas, on fait une migration à blanc qui va être longue, parce qu'on va découvrir. En fait, même si on a fait un chiffrage, on sait qu'on va avoir des découvertes, peut-être des déceptions, peut-être des bonnes surprises. Ça peut arriver aussi. Mais en tout cas, cette migration à blanc, on la fait tranquillement, et puis on la morcelle, et avec des phases de recettes clients. Et en fait, nous, on remigre
quand on a fini notre migration à blanc et que tout est OK, on refait une copie. Donc on a notre plan d'action du coup. On refait une copie, on fait notre migration en accéléré. En phase sur la méthode aussi. Ouais. Voilà. Je me permets d'intervenir 2 petites secondes, notamment pour... donc là, on parle de passer d'une 4.5 à une 6.2. Mais éventuellement, même en étant sur une 4.5, on pourrait avoir des développements pour lesquels certaines fonctionnalités auraient été dépréciées par le passé, sur des versions genre les 4.4 ou à partir d'une 4.3. Qui marchait encore, mais qui marchait encore avec un parce code qu'il y annoncé avait déprécié. encore voilà, tout ce qui était nécessaire pour, mais qui était déprécié et qui aurait été supprimé à partir d'une 6 ou d'une 6.1 ou d'une 6.2. Et donc là, ça ne marchera pas quand on va migrer. Donc voilà, on aurait un problème à ce niveau-là. Personnellement, j'aurais essayé de voir donc le fichier de log de dépréciation, s'il est présent, et s'il n'est pas présent, de l'activer, de faire tourner le site avec un crawler de manière à appeler un peu toutes les pages, un peu toutes les fonctionnalités, et voir tout ce qui aurait pu être supprimé dans la version 6.2 de manière à voir l'impact sur toutes les extensions et tout ce qu'il faudrait reprendre à ce moment-là. Alors, il me semble que l'outil dont on va parler là très bientôt génère aussi un log des fonctions dépréciées, mais peut-être pas des anciennes fonctions dépréciées, c'est ça? L'outil Smooth Migration? Ouais, parce qu'à la fin, il te fait un bilan. Il fait un gros bilan, mais... Alors donc du coup, on va enchaîner avec Smooth Migration. Il y a un outil, fort heureusement, qui a été développé par la communauté Typo 3. C'est Stefan Ritter, il me semble, qui a été en charge de ce projet. Il a développé une extension qui permet de gérer la migration Typo 3 6.2. Donc on aurait envie de se dire, tiens, je fais ça le vendredi après-midi, puisque c'est toujours les bons moments pour mettre en prod. Et je lance ma migration automatique et tout va bien se passer. Alors ça pourrait être le cas sur une plateforme qui n'aurait aucune extension critique, qui n'aurait quasiment que le core. Mais bon, malheureusement, c'est pas aussi simple. Il y a beaucoup de travail par rapport à ce qu'on vient de dire. Donc des extensions qui ne peuvent pas migrer automatiquement. Et puis certaines de ces grosses extensions pour lesquelles il y a un choix à faire aussi. Mais donc il existe un outil, Smooth Migration, qui vous accompagne quand même dans la migration et qui simplifie le travail. Alors, ce qu'il faut bien se dire au niveau des extensions, des développements spécifiques, quand on rend compatible un développement spécifique, il ne s'agit pas de totalement le redévelopper en XBase fluide, pas du tout. L'idée, c'est qu'il y a certains appels à des classes qui ne sont plus faits de la même façon, des requires à enlever. Donc c'est vraiment, c'est pas je refais toute l'extension. Voilà. Voilà, moi ça m'est arrivé pour la 6.2 n'était pas encore sortie, mais on avait voulu essayer les versions 6.1. Et donc certaines extensions qui étaient très très utilisées, je ne vais pas les citer, mais c'était des extensions très utiles, qui utilisaient des codes relativement obsolètes avec des fonctions qui avaient été dépréciées depuis les versions 4.3. Et du coup, voilà, il a fallu créer les quelques X-classes nécessaires à réécrire les 2 lignes qui étaient fautives. Donc c'est vrai, on ne réécrit pas tout, mais il faut le temps d'identifier. Oui. Ça, c'est les fameuses mauvaises surprises. C'est les mauvaises surprises, voilà. Ouais. Alors, oui. Pourquoi des X-classes et pourquoi ne pas essayer de simplement contribuer à l'extension? Alors pourquoi des X-classes et pourquoi ne pas essayer de contribuer à l'extension? Parce qu'on est français, nous, monsieur, on ne contribue pas. Pour une question de timing, j'ai préféré déjà faire tous les correctifs de mon côté pour le client, pour pouvoir livrer dans les temps. Et effectivement, il faudrait que je prenne le temps de contribuer et de relivrer. Tu peux juste partager sur la forge. Surtout qu'il y a certaines extensions qui ont été mises à jour et qui sont disponibles sur le TER. Et puis il y en a certaines qui sont en train d'être mises à jour, mais qui sont juste disponibles sur Git, qui sont en cours de validation. Elles sont quand même finies, donc on peut vraiment les utiliser si on a une migration en ce moment. Et effectivement, si on s'aperçoit, on est les premiers testeurs, si on s'aperçoit qu'il y a des soucis, c'est très rapide de
de partager, on va dire, ces correctifs sur la forge, quoi. Alors, il y a un document qui a été publié par G. Wayland, qui est un très bon hébergeur Typo 3, qui est en Allemagne, qui maîtrise tout à fait son sujet. Donc, c'est pas qu'un très bon hébergeur, c'est aussi un spécialiste de Typo 3. Donc, c'est un hébergeur qui est capable de vous héberger votre Typo 3, mais aussi de vous conseiller et aussi d'héberger du Solar et des choses de ce style, qui maîtrise de bout en bout le sujet. Il a fait un slide très intéressant sur son site qui vous permet de retrouver toute la procédure. Donc, je copie mon instance, comment je copie ma base et mes fichiers, comment je finalise la copie. Je nettoie l'installation en retirant les extensions locales désinstallées. Je retire les extensions qui sont inutilisées. Je retire ou je mets à jour les extensions obsolètes. Donc là, on fait que retirer, hein, mais c'est vraiment ça le début. Je nettoie l'installation en mettant à jour la base avec l'outil dans l'Install Tool. Je retire les tables inutilisées. Et donc, je nettoie aussi toutes les tables temporaires qui contiennent des données de cache que je ne souhaite pas récupérer lors de ma migration. Tout ce qui est log, par exemple, d'utilisation du back-office, c'est pas forcément intéressant. Le cache, les erreurs de réal URL, bon, tout ça, je supprime pour faire le ménage. Et ensuite, on met à jour les extensions pour la 4.5. Donc là, on a des extensions qui sont compatibles et d'autres qui ne sont pas compatibles avec la version 6.2. Et le gestionnaire d'extensions nous permet d'avoir des informations quant aux versions compatibles, versions qui existent en tout cas pour la version 6.2. Et là, on a la question de PowerMail. C'est pas un hasard qu'il ait mis ça là, puisque PowerMail, qui est l'extension qui est souvent utilisée pour créer des formulaires dans Typo 3, existe dans deux versions, la version 1 et la version 2, qui toutes les deux ont une version compatible avec la 6.2 et qui ne sont pas rétrocompatibles, enfin qui ne sont pas compatibles entre elles. Donc c'est un choix à faire. Soit vous êtes en 1 et vous restez en 1 en 6.2, soit vous êtes en 1, vous migrez en 2, soit vous êtes en 2, vous restez en 2. Mais toujours en prenant la version compatible 6.2. Donc nous, on a fait le choix de prendre la toute dernière. Et effectivement, alors pour ce projet-là, il y avait qu'une quinzaine de formulaires qui existaient sur la plateforme. Donc ça nous oblige à recréer les formulaires manuellement. Il y a un script en cours, mais il ne marche pas encore. Donc du coup, on s'est dit 14 formulaires. On va les recréer pendant la migration à blanc. On se fait un petit T3D où on les recrée à la migration réelle. Et puis voilà, quoi. Quand c'est 250, on songe à garder la version 1. Exactement. Il y a un petit point, il me semble qu'on a oublié de préciser, c'est aussi au niveau serveur qu'il faudra probablement procéder à une mise à jour, notamment de la version de PHP, de manière à supporter complètement la 6.2. Elle est donnée pour fonctionner à partir d'une 5.3.7 de mémoire. Oui. Et c'est vraiment un minimum requis, puisque 5.3.7 jusqu'à 5.5. Voilà. C'est si vraiment on ne peut pas passer en 5.4, mais si on peut passer en 5.4, c'est un gain c'est l'idéal, ouais. même de performance, donc il ne faut pas hésiter. 5.5 même, hein. On peut aller jusqu'à... Oui, on peut aller jusqu'à 5.5. Voilà les versions. Ouais. PHP version 5.3.7 à 5.5x, MySQL 5.1 à 5.6x. Alors à savoir que on peut quand même la faire marcher sur une version légèrement inférieure à la 5.3.7 pour les vieilles distributions Debian par exemple qui n'ont pas forcément les dernières versions PHP dans les repositories. Moi j'ai réussi à la faire fonctionner sur une 5.3.3-7 sans problème. Enfin, problème majeur, on va dire. Ah oui, il y en avait un peu quand même. PowerMail présentait des soucis, mais tout ce qui était cœur Typo 3 et toutes les autres fonctionnalités fonctionnaient sans problème. Non, c'est parce que Debian ne suit pas la numérotation normale et backporte des patchs importants.
D'accord, donc c'est parce que Debian fait quand même des backports de fonctionnalités dans les anciennes branches. Il triche. Alors, ensuite, donc ils disent pareil, attention à la version de PHP. Il y a des extensions qui ont des scripts d'upgrade, comme News par exemple, donc on peut faire des montées en version sans perdre les informations. Le deprecation log dont tu parlais tout à l'heure. Le namespace, donc qui va être une nouvelle fonctionnalité du développement PHP à partir des versions 6, à prendre en compte niveau développement. La version de PHP, tu vois, on y venait. On va afficher les erreurs pour pouvoir plus facilement débugger le résultat de la migration. Et là, donc, là, il nous conseille, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais donc de changer explicitly deny par défaut explicit allow. Alors, je ne sais pas si c'est, je n'avais pas bien compris ce point-là. Est-ce que c'est que la 6.2 n'utilise plus du tout cette notion de deny allow? C'est un choix définitif, on n'a pas le. Tu veux venir, Xavier, peut-être? Qui a changé dans les récentes versions de Typo 3. On pouvait déjà le mettre dans l'autre mode. Oui, d'accord. Maintenant, par contre, la valeur par défaut a changé. Ouais, donc du coup, comme le par défaut a changé, on est obligé de manuellement repasser en. C'est ça. Petite subtilité qui peut du coup causer des problèmes pas faciles à resetter au début. Oui. Ouais, j'arrive pas à accéder. Ouais, pourtant, c'est tout pareil. L'index de référence, donc à remettre à jour. Et enfin, le script Smooth Migration. On l'installe, on crée le compte backend user CLI Smooth Migration et on recharge le backend. Et on a le module Smooth Migration. Et ensuite, on le lance et il va y avoir un rapport de ce Smooth Migration qui va vous indiquer où il y a des problèmes à régler dans votre instance. Et c'est là que vous commencez à vous amuser. Ou à pleurer. Ou à pleurer, voilà. Bon, on ne peut pas faire, il est déjà l'heure, hein, mais on ne peut pas faire un passage technique, en tout cas complet, d'une migration complète. Mais je pense que le message, c'était de dire que pour la première fois, on a une migration qui n'est pas anodine quand même à faire avec Typo 3, qui n'est pas entièrement rétrocompatible automatiquement, et que donc il ne faut pas la prendre à la légère, cette migration, il faut quand même y penser. Ça peut être un petit budget qui n'est pas forcément facile de justifier si ça n'apporte aucune fonctionnalité importante pour le projet. Bah, ça dépend de où on vient, mais dans notre cas, de la 4.3 à la 6.2, il y a quand même beaucoup de fonctionnalités, d'ergonomie back-end. Il y a un vrai gain. Par contre, il y a un petit changement d'habitude. Il faut se mettre à la place de rédacteur, c'est-à-dire que ce n'est pas des gens comme nous qui passent d'un back-end à un autre back-end en anglais, en français, d'une version 4.5 à une version 6.1. Et du coup, nous, on a totalement perdu la notion d'habitude et d'emplacement des champs dans les formulaires. Pour des rédacteurs qui remplissent les mêmes formulaires depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans, un changement de formulaire, c'est important. Donc, il faut penser à faire des petits modes opératoires, peut-être une petite reformation pour leur présenter aussi toutes les nouvelles fonctionnalités qu'ils n'avaient pas avant. Et puis, il y a aussi quand même une migration qui peut être faite dans la foulée, c'est de passer du DAM au FAL. Il y a aussi les outils qui vont bien. C'est ce qu'on a fait, nous, de notre côté. C'est géré par Smooth Migration. Hein. Il automatise le process. Je crois, oui. En tout cas, je sais qu'il y a un script. C'est pas moi qui le fais concrètement, mais je sais qu'il y a un script qui a permis de le faire et que ça s'est plutôt pas mal passé, avec quand même des petites surprises sur l'emplacement des fichiers. Donc, à regarder de près tout de même. Christophe, un mot de la fin par rapport à la migration ? Avec Typo 3, au moins, on a une système de migration. Oui, c'est vrai. Et ouais. C'est vrai que c'est déjà appréciable. Ça m'en fait bégayer tellement c'est fabuleux. C'est vrai que c'est appréciable. Ça nous change un peu quand même des migrations qui se passaient hyper vite quand on n'avait une rétrocompatibilité totale. Donc c'est pour ça que c'est quand même un mini-événement. C'est plus qu'un simple répertoire à mettre à jour. Il y a beaucoup plus de travail, mais ça marche. Mais le résultat en
en vaut le coup quand même. Oui, tout à fait, tout à fait. Ok, bah écoutez, j'ai pas vu beaucoup de questions là sur Twitter, donc je pense que les gens estiment qu'ils ont, voilà, ou alors ils sont déjà morts. commencé. On a eu une grosse journée. Ok, bon bah écoutez, merci de votre attention et puis bah, à très bientôt. Je pense que l'année prochaine on pourra faire beaucoup de retours d'expérience de migration puisque ça va être un peu la thématique de l'année. Dans les chiffres qu'annonçait G. Wayland, c'était assez marrant. J'essaie de vous les montrer, mais donc attendez, je vais revenir sur les premiers slides. Donc les faits. Alors, je vais revenir un peu avant. Les gens aiment les versions LTS. La plupart des projets sont sur la 4.5 et surtout, il y a 500 000 sites à peu près faits avec Typo 3 4.5 aujourd'hui. 300 jours à peu près pour les mettre à jour. Ça fait 2000 mises à jour par jour. Et donc, s'il y a 1000 agences Typo 3, ça fait 500 upgrades par agence et 2,5 upgrades par jour. Donc, il y a du travail. Donc, il y a beaucoup de travail et il faut commencer assez rapidement. Allez, au revoir. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Le mode strict de SQL, de MySQL, qui est activé automatiquement maintenant avec Typo 3 support pas et qui n'était pas activé avant.